Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Vice-président. Je voudrais d'abord saluer effectivement les débats que nous avons eus en commission qui sont, c'est vrai, plus constructifs parfois que quelques grosses ficelles qui sont arrivées dans cette présentation. Eh ben, je vous assure que ça n'a pas de lien avec ce que vous dites, et je vous assure que je n'ai rien fait. Dès que je commence à émettre une petite désapprobation, je suis coupé. Voilà, donc enfin, nous avons en AP ce volet mobilité du CPER que nous avons tant et plus attendu. Donc, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un accord cadre et une phase de concertation avec chaque département va devoir avoir lieu, ce qui va encore retarder la programmation, alors que nous arrivons bientôt justement à la fin de cette programmation. Donc ça, c'est quand même un sujet. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Alors certes, il y a une responsabilité de l'État, mais vous conviendrez que pour la région la mieux gérée de France, c'est quand même pas très sérieux de finaliser les projets à la fin de la programmation. Il y a effectivement, et ça a été dit à plusieurs reprises, donc je ne m'étendrai pas sur ce sujet, quand même une répartition des crédits sur, en tout cas, une priorité qui est faite aux routiers. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que vous présentez ça comme une décarbonation de la route. Je suis pas sûr que la RN 88, ce soit une décarbonation des moyens routiers. Alors, pour autant, effectivement, il ne faut pas opposer les modes de transport. Et c'est une réalité, nous avons besoin de routes, notamment dans les zones rurales. Mais par contre, effectivement, la région, son rôle principal, c'est quand même de financer le ferroviaire et les transports collectifs. Donc c'est pour ça que c'est dommage, parce que je trouve que ce déséquilibre dans ce volet mobilité du CPER, il vient un petit peu décrédibiliser l'ambition affichée, qui est une ambition qu'on pourrait partager, notamment ce choc d'offres, etc. Mais en fait, dans les faits, malheureusement, eh bien, ça ne se traduit pas. Et je trouve que c'est quand même regrettable quand on constate ces chiffres, notamment ces 300 millions qui ont été présentés. Donc c'est là, en fait, pour augmenter de 30% l'offre, puisque c'est l'ambition, c'est quel moyen pour y parvenir. Et c'est vrai que là, on est dans des moyens qui sont aujourd'hui insuffisants. On a évoqué la question des rames. Il y a une urgence et nous présenterons un amendement à ce niveau-là. Il y a aussi la question de la SPL, où on espère qu'il y aura des collectivités qui vont rapidement se joindre à l'agglomération de Vichy. Il y a quand même une chose aussi qui nous gêne, c'est la question des petites lignes. Vous n'avez eu de cesse d'avoir un discours que là aussi nous pourrions partager sur le fait qu'il faut avoir une politique, notamment en termes de mobilité, au plus proche des territoires, pour desservir tous les territoires. Et la réouverture des petites lignes, la question des petites lignes n'est pas présente dans ce CPER, en dehors évidemment du volet sur les SERM. Donc c'est pour ça que nous avons déposé un amendement aussi à ce niveau-là, pour que soient bien prises en compte ces petites lignes dans ces ensembles plus importants, parce que c'est quand même avec cette architecture-là que nous parviendrons à avoir des mobilités, enfin de la multi-mobilité qui soit accessible pour tous. Donc c'est pour ça qu'on sera vigilant sur ce volet-là, pour pas que en réalité ces projets soient destinés seulement à l'urbain. Donc dans les premières présentations qu'on a eues, on constate que ce n'est pas le cas, mais il va falloir être vigilant. Je vais donner rien qu'un exemple. Par exemple, chez moi, en Haute-Savoie, on parle du Léman Express. Oui, effectivement, il y a une ambition là dans ce qui est affiché d'augmenter les cadences, de faire du train au quart d'heure. Mais enfin, entre Évian et Coppet, si vous doublez pas la ligne ou vous trouvez pas des solutions, ça va être très compliqué de faire rouler autant de trains. Donc, il va falloir des crédits sur l'infrastructure. Alors, j'ai bien compris que la région n'investira pas parce qu'elle paye déjà les péages. Alors c'est vrai que pendant un petit moment, il y a eu quand même cette tentation de toujours renvoyer à la responsabilité de l'État. L'État, oui, a une responsabilité, et si on ne fait pas diminuer le prix des péages et qu'il n'y a pas un investissement massif dans l'infrastructure, on n'améliorera pas et on ne fera pas un pays du train. Cependant, aujourd'hui, se défausser sur l'État va être un peu plus compliqué, étant donné que maintenant vous êtes aux responsabilités. Donc ça va être effectivement le jeu de ping-pong qu'on a eu là pendant ces dernières années. Ça sera un argument un peu plus difficile à tenir.
Et étant donné les restrictions budgétaires qui s'annoncent, nous avons malheureusement toutes les craintes que ces investissements ne soient pas faits en temps et en heure. Et comme on sait que le temps ferroviaire, c'est un temps très long, en tout cas, si on veut préparer l'avenir, il faudra que ça soit une réalité le plus vite possible. Donc aujourd'hui, dans ce plan mobilité, vous l'avez compris, nous avons des réticences sur la répartition des crédits, mais sur les Serm, effectivement, nous voterons évidemment favorablement avec cet amendement que nous présentons pour bien aussi inclure ces réouvertures de petites lignes. Et puis, je pense aussi qu'il faudrait avoir, et ça c'est une question qui a été soulevée, mais il faudra bien que ça soit inclus dans une stratégie globale, parce qu'on sait que ces Serm aujourd'hui vont certainement se développer de manière assez inégale, et c'est déjà le cas. Et donc, tant qu'on n'aura pas une stratégie qui vraiment de coordination régionale, on aura du mal à avoir cette vision globale. Alors, on aurait aimé aussi que le rapport soit scindé, parce que là, je dois terminer mon intervention. Il y aurait encore eu beaucoup de choses à dire, mais nous y reviendrons durant les amendements. Merci à vous.